En fait, on le change, on est là, puis on tire la grille comme ça en arrière. Voilà, donc 2 minutes. C'est 45 quoi, la grille 30 c'est là. 30. Ouais. Là, il y a des demandes avec voilà, des machines qui débitent plus, qui peuvent être voilà, passées régulièrement peut-être dans les exploitations. Donc ce genre de service, ça n'existe pas ici dans le département, mais ça existe dans d'autres départements comme la Sarthe ou dans l'ouest de la France. Donc voilà, ça peut être un projet comme ça qui se met en place. Pour l'instant, bon, voilà, c'est un petit peu que vous voyez, que vous réfléchissiez. Et on essaiera de voir aussi si vous êtes intéressé ou pas par le sujet. Donc je représente la société Ogimat. Je suis accompagné de Sylvain, notre démonstrateur, qui procédera au fonctionnement de la machine. Donc la société Ogimat est basée à Val d'Aon, dans le Doubs. Donc nous sommes spécialisés dans la manutention agricole et bâtiment, donc spécialisés dans la distribution de matériel d'élévation, de manutention, et importateur des valets de ferme Thaler. Et en parallèle de ça, Ogimat a créé la société Jure Accessoires. Donc, la société Jure Accessoires, c'est pour une partie des machines qui sont fabriquées sur place, notamment des dérouleuses, des lames à neige, des rabots à lisier, des machines, je dirais, de faible technicité. Et sous le nom Jure Accessoires, donc il y a toute une partie de la gamme, c'est fabriqué par VDW, donc là c'est des machines beaucoup plus techniques. VDW, c'est un constructeur au nord de la Belgique, spécialisé dans la fabrication de divers systèmes de pailleuses. Des pailleuses qui peuvent s'adapter sur des tout petits valets de ferme ou sur des gros télescopiques. Des systèmes pour la distribution, la coupe, nettoyage des betteraves. Et puis, ils viennent donc de mettre au point cette fameuse machine qui s'appelle Piranha. Donc c'est une machine, une défibreuse pailleuse destinée à la coupe de brins de 2 cm jusqu'à 10 cm, dans lequel on pourra faire passer du foin, de la paille, des cannes de maïs. Donc après, l'intérêt c'est d'une part pour le paillage des logettes éventuellement, l'alimentation, l'incorporation dans un bol mélangeur, l'incorporation aussi dans la méthanisation. Il y a donc diverses possibilités. Donc là, c'est une machine assez conséquente en termes de fonctionnement et puis d'investissement, qui sont destinées à une utilisation soit par le biais d'une ETA, soit par le biais d'une CUMA. Vous l'aurez compris, ça demande un tracteur assez conséquent et la machine peut largement être utilisée dans le cadre d'une CUMA, puisqu'il s'agit d'un fonctionnement qui va pouvoir permettre de faire un stockage pour plusieurs jours ou plusieurs semaines. Voilà, donc là on va procéder à quelques essais devant vous. On va passer de la paille en botte ronde, de la paille en botte carrée. On va passer également du foin. On va prendre le temps de bien regarder le résultat à chaque fois. Et puis à un moment donné, on procédera au remplacement des grilles. Donc, vous verrez déjà l'accessibilité de la machine au niveau de l'entretien, le nettoyage et la facilité du remplacement des grilles. Donc ça c'est un point fort du constructeur. La machine est complètement ouvrante et basculante, donc on peut intervenir très facilement. La puissance nécessaire, nous on dit minimum 140 chevaux, mais c'est vrai que 160 ça serait déjà pas mal, 160 jusqu'à 200 chevaux c'est bien aussi. Jusqu'à 200-250 chevaux. C'est-à-dire que si vous travaillez sur du calibrage 5-6 cm, ça va aller, mais automatiquement, dès qu'on réduit la longueur du brin, ça va tout de suite être très gourmand en puissance. Et donc on va perdre en débit de chantier, etc. Aujourd'hui, nous on table sur un débit d'environ 6-7 tonnes à l'heure. Voilà, c'est déjà assez intéressant. Après, le constructeur a sorti un autre modèle, un peu plus performant, qui s'adresse aussi à une autre clientèle, plus peut-être en recherche de débit de chantier ou peut-être des ETA qui ont des gros volumes. Voilà, donc aujourd'hui on a plusieurs solutions à vous proposer. C'est le modèle plus gros, donc c'est le même principe. C'est sensiblement le même principe, hein, c'est une extrapolation de celle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces machines peuvent être aussi dotées
d'un dispositif d'apprentissage des céréales. Donc ça permet je dirais, de compléter le panel d'utilisation et de la rentabiliser d'autant plus. Donc à la place du broyeur, en fait, c'est ça? Ben, on fonctionne sur le même système, il y a un rajout, il y a un kit. Une trémie qu'on met trémie, sur le voilà. broyeur et on peut verser au godet dans la trémie directement. Même sur ce modèle-là? Ouais, sur ce Oui. modèle-là. Ouais. Ouais. Donc c'est un plus. Et le gros modèle, en termes de puissance, ça, il faut combien devant? 50 chevaux de plus, on va dire. Oui, voilà. En règle générale, cette machine-là, plus on broye fin, plus l'humidité du produit est élevée, moins on a de débit et plus il faut de chevaux, quoi. Hein, c'est de la logique. Plus c'est sec, plus on broye grossier, plus on a du débit. Voilà. Et on a discuté un peu ce matin sur ce modèle, le tapis, il est en position fixe là. On peut le lever, mais Oui, c'est voilà. comme ça, c'est tout. Il ne Voilà. peut pas s'orienter dans d'autres... Non, Non. Sur l'autre modèle, donc le tapis est plus haut, en 2 tronçons. On peut verser directement dans une benne et on peut l'incliner en latéral comme ça. Ceci dit, sur ce modèle, on peut avoir un tapis plus long pour changer dans une benne. Ça, il faut qu'on demande. Le problème après, c'est le transport. Si on a tapis plus long, on est haut. Quoi. On est haut. Donc là, comme elle est là, elle a 3,05 m avec le tapis replié. Après, avec une rallonge, on serait plus haut parce que le tapis se replie à la verticale Alors, ouais. en mode transport. Là, pour la mettre sur le camion, nous, on est obligé de la basculer. Déjà, on est obligé de On démonter le déboulonne tapis. et on la rebascule parce qu'après, on est hors gabarit routier. Mais ça, il faudrait qu'on demande pour la rallonge du... Enfin, le constructeur est ouvert à pas mal de possibilités. Oui, hein. ça, reste quand même une fabrication semi-industrielle et c'est vrai qu'il est relativement à l'écoute des clients et il s'adapte assez bien. Donc techniquement, la machine, elle s'entraîne. Donc prise de force. La prise de force entraîne uniquement le rotor de broyage. Donc on fonctionne à 1000 tours minute. Ensuite, tout le reste, c'est hydraulique. Donc on l'a fait fonctionner en pompage continu. Donc ce pompage continu nous fait tourner la vis d'amener et le tapis de déchargement. Et également le bol qui tourne. Donc le bol tourne une fois qu'on a la prise de force enclenchée. Cette machine, comme une déchiqueteuse à bois, est munie d'un système no stress. Donc quand on a une baisse trop importante du régime du rotor, ça coupe la rotation du bol pour que le rotor puisse reprendre son souffle. On a 3 pré-réglages suivant ce qu'on veut pour diminuer un peu la sensibilité ou l'augmenter. C'est ça le principe. Donc ça c'est important parce que s'il n'y avait pas ça, quand on baisse trop de régime, à un moment donné on pourrait caler, quoi. On pourrait caler. Même principe que les déchiqueteuses à bois. Donc le rotor lui est muni de couteaux, de marteaux en fait, marteaux mobiles au carbure de tungstène, donc qui sont retournables une fois sans démonter le rotor. Donc c'est des tiges qui se démontent comme ça. Je ne sais plus exactement le nombre de couteaux, mais bon, ça prend un petit moment à démonter quand même. Il faut avoir entre 2 heures et une matinée devant soi quand même pour changer les couteaux, pour les retourner. Donc c'est un système de courroie. Voilà. Il y a un boulon de cisaillement Pour la sécurité. Après, pour la sécurité. Voilà. En gros, c'est ça. En mécanique, c'est pas très compliqué. C'est plutôt tout est très dimensionné parce que ça force passe quand énormément de même. couple, en fait. Voilà. Ok. Donc les grilles. Donc pour l'instant, il y a une grille. Le constructeur préconise de mettre 2 grilles de taille différentes. Donc on a une 38 et une 50 mm. Là, pour l'instant, elle est montée comme ça. Donc on a des autres grilles plus petites. On essaiera des grilles plus petites. Les grosses, c'est pas forcément la peine de les mettre, on verra. Mais on essaiera les grilles plus petites. Et les grilles plus petites qu'on a, c'est 25 mm. Voilà, donc ça nous permettra de voir. Là, comme elle est là, on fait déjà du brin comme ça, on fait déjà un produit de la paille comme ça. Là, ça ressort vraiment de la paille qui va être vraiment beaucoup plus absorbante. Elle va être défibrée, très absorbante. Donc bien sûr, il va y avoir de la poussière. Hein. Plus on fractionne, plus on fait des particules. Donc c'est un peu ça l'inconvénient, il y a de la poussière. C'est ça aussi qui fait que ça absorbe bien. Là, on est bien là. On est bien. C'est 25 toujours? Ouais, là c'est 25. C'est 25 et ça tirait beaucoup moins que la paille. Là j'ai réglé bien plus agressif, j'aurais pu mettre à fond, baisser la grille complètement, ça voulait débiter encore plus. Donc, après
Ça fait ça parce que c'est de la luzerne. Si on avait un foin de dactyle ou je sais pas quoi, quelque chose d'un peu plus feuillu, de plus grand, je suis pas sûr que ça irait plus vite que la paille. Ça serait plutôt l'inverse. Pour moi, ça tirerait plus, ce serait un peu plus laborieux. Ouais. Ça dépend. Si c'est vraiment du gros foin grossier, ça va passer bien. Noir et une brosse dessous et la paille se projette après la brosse pour nettoyer au jet. Oui, les distributeurs de paille, type Ouais. Tuchel ou... Oui, oui. Et, Donc et ça c'est vrai passe que dedans. Ouais. avec un godet, vous chargez automatiquement avec Dans le le godet, tas. puis vous y avez, puis ça projette sur les côtés. Et ça va bien par contre pour ça. Je suis spécialisé dans les bovins muets, mais tout ruminant fonctionne pareil, donc c'est pas gênant. Le foin, il faut savoir que le foin, on le met dans la ration pour essentiellement deux principes. C'est un, pour faire ruminer, mais c'est surtout pour faire sécher les rations. En fait. Des rations trop humides, un ruminant, il faut des rations de 35-40% de matière sèche. Et si c'est trop humide, quand on a des ensilages très humides, on va mettre du foin pour sécher nos rations. Le problème du foin, c'est que c'est souvent une fibre qui encombre. Et donc si elle encombre, la bête va manger moins. Et si pour faire du lait ou de la viande avec le fourrage, le but du jeu c'est de mettre le plus de fourrage possible dans une panse. Donc si on met des foins à grande fibre, ça va encombrer une panse, on va mettre moins de fourrage, donc on va déconcentrer la ration. Le fait de le couper, du coup, on va pouvoir entrer beaucoup plus de fibres et de fourrage dans le rumen de l'animal. Donc en séchant la ration, on ne va pas déconcentrer, beaucoup moins déconcentrer la ration avec du foin coupé court qu'avec du foin coupé long. Ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, j'ai dit que c'est la rumination. Alors la rumination, hop, je vais vous faire un exemple. Donc ce qui fait ruminer un animal, c'est le bout. C'est pas toute cette partie-là. Donc dans un brin comme ça rumine sur ces deux endroits. Si je coupe le brin rien qu'en 3, du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bouts à la place de 2. Donc on a beaucoup plus de pouvoir grattant au niveau des papilles ruminales qu'un grand brin. Donc ça c'est assez important parce qu'on croit que plus on coupe court, plus la bête va partir en acidose ou elle va moins ruminer, mais c'est l'inverse. C'est pareil pour les ensilages, c'est pareil pour le maïs. Alors là vous parliez de 25 mm. Par exemple aujourd'hui les ensilages de maïs on les préconise à 0,8. C'est-à-dire que 25 c'est presque ce qu'on préconise maximum en ensilage d'herbe. Donc effectivement, pour du foin qu'on veut mettre dans des rations, il vaut mieux couper plutôt court que long. En plus, monsieur a parlé du pouvoir absorbant, que plus c'était coupé court, plus ça absorbait. Comme on le met souvent pour sécher des rations, mais du coup ça va encore plus absorber. L'autre particularité d'une fibre végétale, c'est que le foin, donc on sait que, sauf je vais pas le foin séché en grange, il est encore plus riche que le foin séché de façon naturelle, mais le contenu important et nutritif d'un foin, c'est à l'intérieur de la gaine. C'est pas ce qu'on voit, c'est vraiment à l'intérieur. Donc pour aller à l'intérieur, il faut des micro-organismes, les bactéries celluloïdiques qu'on appelle, que vous avez dû tous entendre parler. Ces micro-organismes, ils vont venir digérer la fibre pour pouvoir accéder au sucre du foin, c'est-à-dire à l'énergie. Si déjà on a coupé les embouts, déjà il y a ça de moins pour les bactéries à les digérer, donc on a un sucre beaucoup plus rapidement accessible et donc assimilable. Sachant qu'une bactérie cellulitique, votre inconvénient, c'est que s'il en faut beaucoup sur des fibres comme ça bien épaisses, il va en falloir beaucoup. Pour en falloir beaucoup, il ne va pas falloir mettre trop de graines, sinon on va tuer les bactéries celluliques et on va avoir des fibres dans les bouses. Donc on va perdre du fourrage. Pour avoir beaucoup de bactéries celluliques, leur carburant, c'est le tourteau, c'est l'azote soluble. Or, on cherche aujourd'hui à être le plus autonome possible en protéines. Donc, plus on va couper, plus on a d'accès. Moins on aura besoin de carburant pour les bactéries, parce qu'on en aura besoin d'un peu moins pour venir chercher le sucre. Donc du coup, on va, avec pas tout à fait un maximum de tourteaux, on pourra autant digérer la fibre. Voilà. Donc ça, ces intérêts-là, de couper court. Après, bien sûr, il y a des limites à ne pas atteindre et tout ça, mais on peut aussi mettre de la paille dans les bols pour ceux qui ont du foin qui est trop fin, parce que je pense que la coupe, quand c'est trop fin, ça ne va pas rien arranger. Il ne faut pas croire que ça ne fait pas des miracles si c'est des dactyles seconde coupe. Ça va quand même faire tout fin, ça ne va pas piquer. Donc, dans ce cas-là, pour ceux qui n'ont pas d'accès à du foin piquant de ce genre, on peut prendre de la paille, couper très court,
à mettre un certain volume, mais sans trop, tout juste assez pour monter le taux de matière sèche dans la ration, pour faire ruminer. Si on en met trop, on déconcentre la ration, donc du coup on va aller faire du lait avec du concentré, c'est pas le but du jeu. L'intérêt au couper du foin aussi, pour ceux qui ont alors, un petit ruminant, je ne sais pas si ça se fait, mais un gros ruminant, souvent mes génisses, on les élève avec des mâches. Donc c'est des concentrés commerciaux, très souvent avec de la fibre, ce genre de fibre. Puisque petite, il faut développer le papier ruminal, si on met trop de foin, on va avoir le même inconvénient qu'un gros bovin. Donc ça permet d'avoir, quand on a du foin broyé, de se créer son propre mâche en fait. C'est-à-dire on peut mettre des brins de luzerne, on met très souvent 40% de brins de luzerne, et puis après le reste on fait 30 à 40%, enfin 20% de tourteau, 20% de maïs grain, 20% de pulpe, 20% de luzerne déshydratée. On rajoute ça et vous avez une ration super équilibrée de 0 à 6 mois. Vous pouvez même préparer longtemps avant ça. C'est-à-dire avantage, vous pouvez faire avec votre bol, si vous avez du foin coupé court dans un coin de la grange, vous préparez votre mâche, vous faites rentrer les matières premières, vous mettez un peu de mélasse pour agglomérer l'ensemble et vous pouvez faire votre mâche pour 1 mois, 2 mois pour hygiéniser ça. Et on va dire qu'économiquement, ça reviendra toujours moins cher que de faire livrer. Par contre, ça prend du temps. Si on compte la main d'œuvre, on va monter le coût, mais ça sera toujours moins important que de faire livrer son. Si vous avez la marchandise, ceux qui ont du maïs ou de la céréale, ceux qui ont un peu de luzerne en brin et tout ça, c'est toujours mieux de faire avec ses propres produits que d'aller acheter.